est 8h30 ici à Paris, 7h30 en temps universel. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Paris Direct. Les titres de ce mercredi avec vous, Damien. Et Omicron circulait déjà en Europe il y a près de 2 semaines, annonce des Pays-Bas, alors que ce variant du Covid-19 est désormais présent en Europe, mais aussi en Afrique, en Amérique, en Asie. Alors que plusieurs pays interdisent l'accès à des ressortissants venus de zones à risque, l'OMS juge que ces interdictions de voyage n'empêcheront pas sa propagation. L'Afrique du Sud a été le premier pays à alerter de l'existence de ce variant et il en paie le prix. Nous retrouverons notre correspondante Caroline Dumais dans un instant. Le Covid-19 ne doit pas faire oublier un virus contracté par 1 700 000 personnes chaque année dans le monde, c'est le sida. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida, une lutte qui commence par la prévention et le dépistage. À suivre le reportage de nos correspondants en Tunisie, où les tabous qui entourent la sexualité freinent bien souvent ces campagnes de prévention. Et puis la Pologne prolonge l'état d'urgence et l'interdiction d'accès à sa frontière avec la Biélorussie. Cette zone est interdite aux ONG et aux journalistes. De l'autre côté, justement en Biélorussie, certains migrants irakiens qui espéraient entrer en Europe font le chemin inverse, bon gré mal gré. Si ces retours en Irak se font sur la base du volontariat, vous verrez que certains subissent des pressions. Ils se sont confiés à nos équipes à Minsk. Voilà pour les titres à 8h40, le décryptage avec Armelle Charrier. On reviendra sur la bataille juridique qui se joue autour de l'accès à l'IVG aux États-Unis, un droit fondamental qui est en danger. Et puis ne manquez pas le reportage exceptionnel de Bastien Renouille en Éthiopie. Il a pu rencontrer les hommes de l'armée de libération Oromo, main dans la main, avec les rebelles du TPLF venus du Tigré. Ces combattants veulent eux aussi faire tomber le gouvernement d'Abiy Ahmed. Ce sera donc le focus à 8h50. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Les interdictions générales de voyager n'empêcheront pas la propagation d'Omicron. C'est ce qu'affirme le chef de l'OMS, pour qui ces fermetures de frontières ne sont fondées ni sur des preuves ni efficaces et ne feront qu'aggraver les inégalités entre les pays. Pourtant, plusieurs États se barricadent alors que cette nouvelle mutation du Covid-19 touche presque tous les continents. On va prendre la direction du premier pays à avoir détecté des cas de ce variant Omicron, l'Afrique du Sud. Premier à lancer l'alerte et premier sanctionné. Donc, l'Afrique du Sud se retrouve quasiment coupé du monde. Ses ressortissants interdits de se rendre dans de nombreux pays. Bonjour Caroline Dumais, vous êtes notre correspondante dans la ville du Cap. Bonjour. Quelle est d'abord la situation en Afrique du Sud au moment où on se parle ? Écoutez, elle est beaucoup moins catastrophique qu'on pourrait l'imaginer, la situation, hein, parce que si le reste du monde panique, ici, on est encore serein, encore serein. C'est vrai que les cas augmentent puisqu'on est à 4300 nouveaux cas par jour, hein, c'est un peu plus que la semaine dernière, mais on ne sait pas vraiment combien de cas Omicron ont été confirmés, une quinzaine dans la province du Cap, donc c'est quand même pas beaucoup. Les chiffres des hospitalisations augmentent, mais pas non plus de façon énorme. On entre en fait vraiment très très doucement dans la 4e vague. Hein. Les épidémiologistes nous parlent de 10 000 cas, peut-être la semaine prochaine, 10 000 nouveaux cas par jour. On est à 3-4 fois moins les taux que vous avez en Europe en ce moment. Donc une avancée très très lente vers la 4e vague ici en Afrique du Sud. Caroline, on en parlait à l'instant. Bonjour Caroline, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus touchés au monde par la maladie. Le pays compte de nombreuses personnes immunodéprimées et ça aussi aurait un impact sur l'avancée du Covid-19 ? Absolument, et ça c'est vraiment un point très intéressant que le professeur Tullio De Oliveira, qui est le professeur qui a d'ailleurs isolé Omicron, hein, qui est le professeur qui avait aussi travaillé sur Delta, le fameux laboratoire CRISP de Durban, eh bien ils ont travaillé sur les populations atteintes de sida. Vous dites beaucoup, c'est énorme en fait, hein. C'est plus de 8 millions de personnes ici qui sont séropositives, c'est 20% de la population entre 15 et 50 ans. Et ces études qui n'ont pas encore été revues
par les autres scientifiques du reste du monde, montre qu'il y a énormément de mutations dans les corps de ces séropositives. Un exemple, une femme de 36 ans a eu le Covid-19 pendant 216 jours. Eh bien, l'équipe du professeur Oliveira a constaté qu'il y avait eu 30 mutations dans le corps de cette femme. Donc, on pense qu'effectivement, dans les populations immunodéprimées, particulièrement les populations séropositives, le virus mute beaucoup plus que dans des populations qui n'ont pas le sida. Merci beaucoup Caroline, merci pour cet éclairage depuis le Cap pour France 24. Et on va revenir tout de suite effectivement sur cette journée mondiale de lutte contre le sida d'Amiens et cette alerte lancée par ONU-SIDA. Oui, les courbes des infections ne baissent pas assez vite. Alerte lancée par l'organisation de l'ONU chargée de la lutte contre le sida. L'organisme appelle à davantage d'actions de prévention et de dépistage, mais ce n'est pas toujours facile. Illustration ce matin en Tunisie, les centres de dépistage et les campagnes de prévention sont bien présents dans le pays. Près de 25 centres répartis sur tout le territoire qui font une prise en charge gratuite. Mais les porteurs du VIH souffrent encore de tabous qui entourent la sexualité et la stigmatisation autour du virus. À l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, Lilia Blaise et Hamdit Lili ont suivi le travail d'une des associations qui travaillent sur le terrain à Tunis. À l'association de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, Aymen a accepté de nous raconter son histoire sous anonymat. Il est porteur du virus depuis 16 ans, après avoir eu des rapports sexuels non protégés. Il se sent encore stigmatisé à cause de sa maladie. Le problème avec cette maladie, c'est qu'elle te suit jusqu'à ta mort. Même au moment où tu penses l'avoir vaincue, parce qu'elle affecte aussi tes enfants. Par exemple, lorsque je les ai inscrits au jardin d'enfants, l'administration m'a obligé à déclarer que leur mère et moi-même étions porteurs. Donc c'est comme un casier judiciaire qui te suit jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Aymen accompagne les jeunes dans ce centre. Mais le tabou autour de la sexualité est toujours présent, comme l'explique Sonia Torkani. Elle travaille depuis 20 ans au sein de l'association. On leur donne des préservatifs et du gel lubrifiant pour les rapports anaux. Surtout pour les rapports anaux. Par exemple, celui-ci parfumé à la banane. Mais malheureusement, pour les jeunes, c'est encore tabou de venir ici. Ils sont souvent timides. Pareil s'ils vont s'en procurer à la pharmacie. Ils ont peur de rencontrer un voisin. C'est pourquoi à chaque 1er décembre, Balkis, membre de l'association, prépare avec des bénévoles des actions de sensibilisation, comme avec ces pancartes. Ici, on a Maksh Wahdek, donc tu n'es pas seul. Matraf Shmani, n'aie pas peur de moi. Et c'est des mots qui s'adressent au grand public pour dire qu'on doit arrêter la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. L'association propose aussi un soutien psychologique et un suivi du traitement pour les porteurs du VIH, surtout pendant la crise sanitaire où beaucoup de patients ont mal vécu le confinement. Donc là, on est en train de renouer les liens et de les recontacter, les convaincre de reprendre leur traitement. Un accompagnement primordial sur plus de 6000 personnes atteintes du virus dans le pays. Seulement 20% savent qu'elles ont le VIH. Une loi anti-avortement décrétée au Mississippi pourrait avoir des conséquences nationales aux États-Unis. C'est un projet de loi pour l'instant, ce n'est pas la législation la plus stricte d'un État américain. Elle interdit les avortements après 15 semaines de grossesse, mais son examen par la Cour suprême pourrait ouvrir la boîte de Pandore et remettre en cause une jurisprudence fédérale. Les défenseurs de l'IVG sont d'autant plus inquiets que cette Cour suprême est composée en majorité de juges conservateurs. Coralie Henel. C'est une procédure qui pourrait faire reculer les droits des femmes américaines de 50 ans en arrière. La Cour suprême examine la validité d'une loi du Mississippi interdisant l'avortement après 15 semaines de grossesse. De nombreux États conservateurs tentent de faire reculer ce droit, pourtant garanti par la Cour suprême dans tout le pays depuis son arrêt Roe versus Wade, prononcé en 1973. En 1992, un autre arrêt précise que l'avortement est possible jusqu'à environ 22 semaines de grossesse. Aujourd'hui, le Mississippi demande d'annuler ces décisions historiques. Une procédure soutenue par tous les échelons du Parti républicain, y compris l'ancien vice-président Mike Pence. We are asking the court in no uncertain terms to make history. We are asking the Supreme Court of the United States to overturn Roe v. Wade and restore the sanctity of life to the center of American law. En réaction, des centaines d'élus démocrates et plus de 500 athlètes de haut niveau demandent la protection du droit à l'avortement. Barbara Phillips a choisi d'interrompre sa grossesse en 1973.
Aujourd'hui, elle s'inquiète pour la santé des femmes. Many of us will go back to coat hangers and back alleys. You know, women will find ways to terminate pregnancies. And when we make that illegal, women will go back to desperate ways. Actuellement, sur les 9 juges de la Cour suprême, 6 appartiennent au camp conservateur. Ce nouvel équilibre fait craindre le pire aux défenseurs du droit à l'avortement. La juridiction suprême devrait rendre sa décision au printemps prochain.